Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Attention, les chiffres peuvent faire très peur. Entre 631 000 et 827 000 virus pourraient affecter les êtres humains dans les prochaines années. La faute à qui ? Eh bien, entre autres, à la déforestation, à l'élevage et au commerce des animaux. C'est toute notre approche sanitaire qui doit être revue, à commencer évidemment par considérer que notre santé, celle des animaux et celle de la Terre sont liées. D'où le concept de One Health, une seule santé en bon français, une approche qui a le vent en poupe depuis la pandémie de Covid en 2019. Pour en parler, je reçois Xavier Briffaut, sociologue au CNRS, spécialiste des questions de santé. Bonjour Xavier Briffaut. Bonjour Ali. Je vous propose de commencer cet échange par écouter le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. C'était en 2020 et déjà il nous parlait de ce concept d'une seule santé, One Health. Nous ne pouvons pas protéger et promouvoir la santé humaine sans prêter attention à la santé des animaux et à la santé de notre environnement. Cela est on ne peut plus vrai dans le cas de la résistance aux antimicrobiens, l'une des plus grandes menaces sanitaires de notre époque. Xavier Briffaut, alors ce concept de One Health, une seule santé, moi j'en entends parler depuis les années 60. C'est vrai que ça rebondit avec la pandémie. Quelle est votre définition, vous chercheurs ? C'est un mot, un concept qui effectivement a le vent en poupe en ce moment, qui prend acte d'une sorte d'évidence quand même, c'est qu'on ne peut pas dissocier la santé des humains de la santé des autres vivants. Les autres vivants, ça veut dire effectivement les animaux, d'élevage, domestiques, sauvages, la santé du monde végétal et puis au sens large, la santé de la planète, l'écosystème dans lequel nous vivons. Ça a beaucoup remonté en visibilité dans la suite de la pandémie Covid. Et ça reste beaucoup centré sur une lecture, on va dire, biologico-médicale autour des virus, des zoonoses, de l'idée qu'on va... Donc les zoonoses, c'est la transmission des maladies de l'animal vers l'homme, voilà, c'est ça. Et éventuellement, alors les humanoses, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais voilà. Et l'inverse, c'est-à-dire cette dimension systémique, c'est-à-dire que les choses se tiennent, voilà, et qu'il faut les prendre dans leur globalité. Ouais. Donc vous considérez que c'est une approche trop médicale, à la rigueur très scientifique, dure, sur cette question. On va voir si vous êtes d'accord, un petit schéma. Enfin, vous allez voir que plus la biodiversité est attaquée, plus il y a de pandémies dans ce monde-là. Donc ça veut dire très clairement que c'est de notre faute à nous l'homme, non ? Disons que l'humanité a une influence très très claire sur l'organisation de la planète et sur l'interaction avec les autres vivants. Pour prendre un exemple très très simple, moi je vis en vallée de Chevreuse, c'est un tiers de la recherche française, c'est très techno, et pour autant on est envahi par les sangliers. Et dans le parc du CNRS, on a des envahissements réguliers de sangliers qui impose malheureusement que des battues doivent être faites. Donc cette intrication du vivant, y compris du vivant animal en ville, de l'humain, etc., c'est à la fois quelque chose qu'on subit du fait de la perturbation des écosystèmes animaux, mais c'est aussi quelque chose qu'on vise et qu'on souhaite parce qu'on veut du vivant dans la ville. On veut une imbrication beaucoup plus forte. Et donc ça va continuer à se poser ces questions d'interaction. Je disais parmi les causes, la déforestation, l'élevage intensif. Regardez les chiffres, on est passé de 6 milliards de poulets dans le monde dans les années 70 à plus de 30 milliards aujourd'hui. C'est tenable ça ? Non, c'est probablement pas tenable, d'autant plus que c'est de l'élevage généralement industriel en batterie, qui favorise évidemment la transmission des maladies intra-industrielles, donc la prolifération des antimicrobiens, des antibiotiques, donc la résistance des pathogènes qui ensuite se transmettent à l'homme, qui créent des maladies qu'on n'est plus capable de traiter. Donc bien évidemment, c'est un problème qui doit être adressé différemment. Et ce concept One Health, une seule santé, la déforestation, l'élevage, le commerce des animaux. Est-ce que c'est un concept qui a été inventé par une certaine partie du monde, l'Occident ? Est-ce que c'est un concept qui va être imposé à l'ensemble du monde ? C'est un concept qui émerge parce qu'on a une perception du danger que pose cette intrication des systèmes, parce qu'on a très très mal vécu la crise Covid, à juste titre.
Et donc, on veut se protéger de ça. Mais d'une certaine manière, le danger auquel on est confronté résulte de ce qu'on a nous-mêmes fait sur l'environnement avec une approche très, effectivement, alors oui, occidentaux-centrée, dans la suite de ce qu'on a appelé les modernes, c'est-à-dire la logique de la domination de l'humain sur la nature. On pourrait agir sur n'importe quoi dans la nature. De toute façon, on estime qu'on a la capacité de réparer et de gérer par nous-mêmes, ce qui s'avère faux. Dans d'autres parties du monde, dans d'autres cultures, qui sont restées beaucoup plus en contact avec la nature, alors soit parce que le développement technologique est moindre, soit parce qu'il y a des risques plus importants. Je pense à l'Amérique du Sud, au Chili, à la Californie, où il y a des tremblements de terre, des cyclones, des raz-de-marée, où les gens sont beaucoup plus en contact avec la réalité du danger que pose la nature, et donc sont beaucoup plus à même de s'adapter, d'avoir des compétences. Et ça, on l'a complètement perdu en se déconnectant. Je crois qu'on a également en ligne Camille Bezombe, qui est médecin, infectiologue, épidémiologiste, qui travaille comme chercheuse à Sciences Po. Bonjour Camille Bezombe, vous m'entendez? Est-ce que donc vous avez peut-être entendu déjà ce que disait Xavier Riffaut. Est-ce que c'est par hasard, évidemment, qu'apparaît ce concept de One Health? Pour vous, ce concept de One Health, est-ce qu'il est vraiment suffisamment généraliste pour répondre aux problématiques qu'on va affronter dans les années qui viennent? Bonjour à toutes et tous. Oui, merci beaucoup. Ce programme One Health, je pense qu'il est quand même très intéressant en fait, parce qu'il vient révéler ces liens entre la santé animale, la santé humaine et la santé des écosystèmes. Donc, il est fondamental. Par contre, effectivement, il est peut-être pas pris suffisamment au sérieux. C'est-à-dire que si on le prenait vraiment au sérieux et en pensant ces interdépendances, on irait peut-être un peu plus loin, et notamment sur le fait de vraiment mettre la santé des écosystèmes au centre. Parce que ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le One Health, ça a surtout été un décloisonnement entre santé humaine et santé animale. C'est-à-dire que les médecins et les vétérinaires ont commencé à se parler. Mais par contre, le secteur de l'environnement n'est pas suffisamment inclus. Et le fait qu'on n'incluse pas l'environnement, ça veut dire qu'on ne comprend pas que l'écosystème est au centre, quoi. C'est-à-dire qu'une dégradation sur l'écosystème induit des conséquences sur le secteur animal et donc sur les humains ensuite. Camille Bezombe, est-ce que vous parlez avec des chercheurs comme Xavier Riffaut, qui sont des sociologues ou des anthropologues? Oui, alors moi je suis un mauvais exemple parce que je suis médecin épidémiologiste, mais je travaille à Sciences Po. Donc effectivement, je suis imbibée avec des historiens et des gens qui travaillent sur l'écologie. Donc c'est vrai que je suis beaucoup dans cette interdisciplinarité, mais à l'échelle du terrain, c'est vraiment ça dont on a besoin. En France, par exemple, on a vraiment besoin de désiloter et que non seulement les médecins et les vétérinaires se parlent, mais qu'on parle également avec la Ligue de protection des oiseaux, avec le Conservatoire d'espaces naturels, avec des agriculteurs, avec l'Office national des forêts, pour essayer de penser vraiment la santé de nos territoires, la santé des animaux et la santé des humains. Xavier Riffaut, il y a ce concept qui est donc international de One Health. Comment il est appliqué au niveau national, en particulier en France ? Alors, il a une traduction tout à fait concrète, récente, qu'on peut voir par exemple dans la réorganisation en cours de l'Agence nationale de santé publique française, Santé publique France, dans le cadre d'une mission de l'IGAS qui est en cours et qui avance derrière le concept de One Health, en disant effectivement il faut décloisonner, il faut mieux intégrer la santé animale, la santé humaine, ce qui est une très bonne chose. Mais la manière dont c'est fait actuellement... Donc, Santé publique France, c'est la fusion de la surveillance, l'INVS, de la réaction aux situations d'urgence, les PRUS, et de la prévention et de la promotion de la santé, l'INPES. Le tout sur un maillage territorial au plus proche des bassins de vie. Donc, c'est quelque chose qui était une très très bonne organisation. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va l'exploser en mettant la surveillance et la réaction aux situations d'urgence dans les ministères. La prévention, la promotion, on ne sait plus trop où. Ce qui fait que l'État va récupérer la gouvernance directe de tout cet écosystème.
L'État réagit aux situations dans lesquelles il a peur, souvent. Et quand il a peur, il cherche à reprendre le contrôle. On l'a vu dans la pandémie Covid. Première chose qu'a fait le gouvernement, malgré l'excellent système de santé publique qu'on a en France, c'est de créer à côté un comité scientifique ad hoc, complètement décorrélé du système. Rattaché à l'Élysée. Rattaché à l'Élysée directement. Qui a eu les effets dont on ne discutera pas ici. Mais on peut penser qu'il faut faire exactement l'inverse. Parce que pour gérer ces problèmes, il faut le faire au plus près des bassins de vie des gens, des animaux, des écosystèmes. Donc il faut doter les gens. Donc il faut décentraliser. Et mettre l'accent, ce que vous dites, sur la prévention. Et la prévention, bien évidemment. Donc l'approche biosécuritaire qui consiste à attendre le virus, à l'étudier et à sortir en 6 semaines un vaccin, pour vous, c'est vain. Oh, c'est pas vain, parce que ça a quand même bien marché, ça a été très utile. Donc, on sera toujours dans la réaction, on va et pas dans l'anticipation. Et quand on est dans la réaction, on fait ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on réagit dans la panique, on enferme tout le monde, on perd les masques, voilà. Et on génère une multiplication par 3 des problématiques de santé mentale, qui persistent encore 5 ans après, et qui, pour beaucoup de gens, dont les jeunes qui ont été très gravement impactés, va impacter la totalité de leur trajectoire de vie. C'est très, très grave. Il faut absolument éviter ça. D'accord. Donc, ça veut dire que les stratégies en dehors de la biosécurité, vraiment le vaccin, etc., qui consistent à réensauvager le monde, les écosystèmes, vous parliez de sangliers au CNRS, ces stratégies sont des stratégies qui vous semblent plus pertinentes. Réensauvager le monde, bien sûr, mais aussi, d'une certaine manière, resocialiser le naturel, parce que beaucoup des problématiques de santé qu'on rencontre, bien sûr, ce sont des problématiques qui émergent de l'humain en tant qu'être biologique, mais leur gestion, elle est beaucoup psychologique et sociétale. On l'a vu encore dans la crise Covid, le QR code, toute l'organisation des confinements, tout ça, c'est sociétal. La manière dont les gens vont réagir, vivre ce qu'on leur demande, le faire ou pas, c'est sociétal. S'ils ont des compétences, s'ils en ont pas, s'ils ont des ressources, s'ils en ont pas, s'ils peuvent se coordonner au niveau micro-local ou pas, ça a des conséquences tout à fait différentes. Donc ça, c'est vraiment important d'aller vers les territoires, vers les individus, pour avoir des compétences, des capacités de réaction au plus proche de la réalité. Je vous propose d'écouter Serge Morand, c'est un des grands spécialistes de cette question du One Health. Il est évidemment chercheur au CNRS, mais sa particularité, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'il a vraiment un laboratoire à taille humaine, puisqu'il travaille sur un territoire en Thaïlande pour justement cette approche une seule santé. On l'écoute. Les réelles solutions, elles sont au niveau de 2, on le travaille vraiment. C'est une première solution qui serait vraiment la reforestation. Là, on y travaille justement sur un endroit où c'est communautés forestières, ce sont des véritables communs. Et finalement, là-bas, on a mis des pièges photographiques, on voit la faune sauvage revenir et on s'aperçoit que des animaux qui étaient essentiellement importants pour faire le pont avec les humains, en termes de certains rongeurs, certains aussi autres réservoirs, finalement sont recontrôlés par des grands prédateurs qui reviennent. Le deuxième projet qu'on est en train juste de démarrer maintenant, c'est finalement la coexistence entre les vaches et l'écosystème forestier. Pourquoi ? Parce que les vaches, pendant la saison des pluies, elles ne peuvent pas être dans les rizières, donc elles sont mises en forêt. Ou normalement, elles n'ont pas le droit d'aller, parce que ce sont des forêts protégées des parcs nationaux. Mais on arrive à démontrer que non, les vaches sont importantes, parce qu'elles participent de la régulation, finalement. Elles mangent les broussailles des boutons. On évite les feux, les grands feux. Deuxièmement, elles créent des espaces un peu plus bas, qui sont très, très bons pour la biodiversité. Donc on voit bien, là, Xavier Riffaut, qu'il y a un concept qui est international. Il y a eu donc un sommet à Lyon en avril dernier. Et les solutions, elles sont vraiment locales. Et oui, les solutions, elles sont vraiment locales. Et là, on a un très très bon exemple de ce que j'ai appelé resocialiser le naturel. C'est-à-dire les vaches. Ouais. Les vaches qui sont des animaux que nous avons domestiqués et que nous contrôlons quand même globalement. Mais là, on leur permet, voire même on favorise le fait qu'elles aillent dans un écosystème naturel, parce que finalement, elles vont avoir un effet positif sur cet écosystème naturel. Mais c'est nous qui l'organisons quand même. C'est l'humanité qui l'organise. Et donc, il faut avoir cette capacité à la fois de s'appuyer sur
les régularités biologiques et naturelles des vaches, parce que la vache, bon, c'est un animal un peu social, mais qui n'a quand même pas des capacités cognitives extrêmement sophistiquées. Donc, il faut faire avec, mais au profit d'une régulation beaucoup plus complexe et fine de cet écosystème. Parce que ce qui a été dit aussi, c'est que quand effectivement la biodiversité augmente, la régulation s'améliore. Et donc, la régulation, automatique, naturelle, adaptative, nous, l'humanité, on est là pour soutenir. Pas pour intervenir, pour bloquer, pour casser, mais pour soutenir, il faut comprendre. Et donc, on a besoin de la science aussi pour ça. Xavier Riffaut, vous êtes chercheur, vous avez besoin d'argent pour faire vos recherches. Est-ce que le fait qu'il y ait des grands sommets, des grands raouts internationaux sur le concept One Health, une seule santé, est-ce que ça va amener des finances ou pas ? Oui, peut-être, oui, sans doute, bien sûr. Bon, tout autant que les dites grandes causes nationales. Bon, on a eu des grandes causes nationales sur la santé mentale. Donc, bien sûr, ça amène une visibilité. Le politique pousse des appels à projets, hein, puisque la recherche est beaucoup financée sur appel à projets, donc il faut des budgets. Donc oui, ça peut amener bien sûr du financement, mais il ne faut pas le faire à marche forcée. Il faut le faire en tenant compte de l'écosystème social installé, professionnel, de l'organisation, du maillage de la santé publique, de façon coopérative, ascendante. Parce que sinon, si on fonctionne que par appel à projets localisés, ciblés sur des thématiques, en fait, on recrée les silos qu'on est en train de prétendre éviter. Vous nous dites que les solutions, elles sont forcément locales. Donc, à quoi bon avoir des grands raouts internationaux si, de toute manière, on va travailler localement, quoi. Oui. Pour améliorer la visibilité, y compris au niveau des décideurs locaux, qui, du coup, voyant qu'il y a une visibilité de cette thématique. Bon, le problème, c'est que souvent, les concepts qui sortent comme ça deviennent creux à force d'être réutilisés. Ils n'ont plus de substance, alors qu'ils en ont une, d'un point de vue scientifique. Donc, ça peut devenir un problème. Mais ça, c'est un véritable problème de gouvernance. Une question aussi sur cette gouvernance, justement. On a le GIEC sur le changement climatique, on a l'IPBES sur la diversité, la biodiversité. Est-ce qu'il ne faut pas justement que ces gens travaillent ensemble ? Si, bien évidemment. Il faut aussi articuler mieux les chercheurs avec la société. Vous mentionniez les financements, les appels à projets. Il se trouve que le CNRS a différents systèmes d'organisation de la recherche. Un type d'appel à projet qui s'appelle PIS, par exemple, projet à impact sociétaux et environnementaux, qui cherche à orienter les chercheurs vers des sciences sociales, les chercheurs des sciences sociales, vers la valorisation et l'impact sociétal. C'est ce genre de choses qu'il faut essayer de promouvoir en articulation avec les sciences naturelles, les sciences médicales, bien évidemment les sciences physiques. Merci beaucoup Xavier Riffaut pour vos réponses. C'est l'heure de notre rubrique Dans le radar. Allez, on reste sur le sujet de la santé, mais pour montrer cette fois qu'elle est menacée non pas par de méchants petits virus, mais par le président américain. Coupe budgétaire massive, recul des libertés académiques, la recherche scientifique américaine subit un choc sans précédent sous la houlette de Donald Trump. Les institutions fédérales de santé comme la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicaux, ou le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le fameux CDC d'Atlanta, ont longtemps incarné des phares pour le progrès médical mondial. Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Eh bien, on écoute la réponse d'Antoine Flao, professeur de santé publique à l'université Paris-Cité, joint par Sofiane Aubin, journaliste à France 24, qui nous rejoint après. Une forme d'expertise qui a été un phare et qui venait des États-Unis. Ce phare, il avait des fondations presque physiques, comme les CDC d'Atlanta ou la FDA, et ces phares sont en train en effet de s'éteindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des recommandations de la FDA ou des CDC d'Atlanta, on commence même à avoir des doutes où on se pose des questions qu'on ne se posait pas autrefois. Alors, bienvenue Sofiane Aubin, journaliste à France 24. Vous suivez ces questions vraiment sur les sciences depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La situation est vraiment difficile, compliquée pour la science américaine ?
Oui, je pense, Ali, bonjour, qu'il y a un chiffre qui parlera mieux que les mots. 75% des chercheurs états-uniens, alors toutes disciplines confondues, envisageaient de quitter leur pays en 2025. Et c'est pas surprenant, en fait, parce que c'est d'abord l'argent qui part. Regardez les derniers chiffres. Le nombre de subventions octroyées à la santé mentale, à la lutte contre la maladie d'Alzheimer ou contre le vieillissement a été amputé de moitié. Et si je prends la recherche contre le cancer, cancer qui progresse notamment chez les jeunes Américains, eh bien, on a moins un quart de subventions. Et cela a aussi un impact sur la santé des hommes en dehors des États-Unis ? Oui, parce que si on parvient à soigner des maladies qui étaient incurables jusqu'il y a peu, prenez par exemple les cancers du sang, par exemple, c'est parce qu'on a trouvé de nouveaux traitements. Et pour trouver, il faut d'abord chercher. Et la problématique, c'est que l'Amérique était jusqu'ici la locomotive scientifique et médicale du monde. Et est-ce qu'on pourrait faire face aujourd'hui à un nouveau Covid avec cette Amérique-là, celle que vous avez décrite en introduction ? Eh bien, j'ai posé la question au docteur qu'on vient d'entendre. On l'écoute. Alors que l'administration Trump 1, la première, celle qui avait géré la pandémie, finalement, a été très efficace pour nous produire au niveau mondial les vaccins à ARN messager. Et beaucoup des Européens ont été vaccinés grâce à cette administration Trump 1. Mais quand on voit que l'administration Trump 2 a mis en place déjà une autorité américaine anti-vaccinale, anti-science, extrêmement populiste avec le secrétaire américain à la santé, mais aussi avec des directions d'organismes qui sont pilotées par des gens qui se sont montrés ouvertement anti-vax et souvent complotistes pendant la pandémie, on peut être extrêmement inquiet. Inquiet, mais est-ce qu'on peut, Sofiane, espérer que d'autres grandes puissances dans la recherche scientifique prennent le relais ? En tout cas, c'est clairement le projet, ou peut-être le fantasme des Européens, Emmanuel Macron au premier chef, et le fait que ce sommet se soit tenu sans réelle présence américaine. Et puis en France, c'est pas anodin du tout. Emmanuel Macron, si vous voulez, cherche à incarner une alternative sympathique à Donald Trump. Je ne sais pas si les téléspectateurs se rappellent de son Make Our Planet Great Again en 2017. Et une fois que Donald Trump était revenu aux affaires l'année dernière, le président français s'était empressé de s'adresser aux chercheurs étrangers en ces termes, je cite depuis la Sorbonne, « Si vous aimez la liberté, venez nous aider à rester libres, à chercher ici, à nous aider à être meilleurs et à investir dans notre avenir. » Alors très bien, mais la faille européenne, c'est de promettre un certain nombre de jolis principes et pas assez d'argent, si vous voulez, d'autant que les Européens eux-mêmes désinvestissent dans la santé et dans la recherche. Prenez Emmanuel Macron, encore lui, qui promettait 100 millions d'euros pour attirer les chercheurs étrangers d'ici 2030. Oui, ok, mais juste après avoir annoncé des coupes budgétaires dans la recherche. Ici, la France, encore elle, qui vient d'ailleurs de réduire sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de quand même 58%. Alors, Sofiane, vous faisiez référence au sommet One Health organisé par le président de la République à Lyon début avril. Est-ce que dans ce cas-là, si les États-Unis partent, si l'Europe n'est pas à la hauteur, on peut penser à une autre puissance comme la Chine ? On peut tout à fait penser à la Chine, et la Chine pourrait demain incarner cette nouvelle locomotive scientifique et médicale du monde. Dites-vous bien que 40% des essais cliniques mondiaux sont désormais chinois. Il y a 10 ans, c'était 4%. Mais il y a quand même un bémol, c'est que Pékin a tendance à partager ses médicaments, ses lumières scientifiques, si vous voulez, dans le cadre d'accords bilatéraux, et que les épidémies, elles sont pas bilatérales, elles ont même plutôt pas du tout de frontières. Je pense qu'on l'aura compris avec le Covid. Et le problème aujourd'hui, c'est donc le recul américain, on l'a dit, mais c'est aussi le recul du multilatéralisme dans la santé, cette espèce de travailler ensemble qui a été longtemps incarné par l'OMS. OMS, Organisation mondiale de la santé, que les États-Unis viennent de quitter. Encore une mauvaise nouvelle, désolé, ils en étaient les principaux bailleurs. OMS, qui était d'ailleurs co-organisateur de ce sommet One Health organisé, je le rappelle, début avril à Lyon. Est-ce que ce sommet, sa vision multilatéraliste, évidemment, on se doute bien que ça ne plaît pas trop à Trump, c'est même carrément aux antipodes du Trumpisme, non ?
De toute façon, dès que vous parlez de la planète, vous êtes aux antipodes de Donald Trump. Je rappelle qu'il est interdit d'utiliser le terme réchauffement climatique dans les institutions fédérales publiques américaines. En tout cas, en démontrant que polluer le monde, c'est menacer notre santé, on change de paradigme. Je vais vous emprunter une formule, si vous me permettez, Xavier Briffaut. On passe du polluer, c'est mal, à polluer, ça fait du mal. Mais alors du mal, pas seulement aux ours polaires là-bas sur la banquise qui font, non, du mal à vous, à moi, ici et maintenant. Et comme on est, on va dire, plutôt égoïste, c'est quand même plus mobilisateur. Et ça, c'est potentiellement une bonne nouvelle pour le combat écologique. Merci beaucoup Sofiane Aubin pour vos réponses. Encore une fois, merci beaucoup Xavier Riffaut pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.